Épisode numéro 50 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute. En ce 26 février, pour ceux qui nous écoutent en live les mercredis 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, et à ceux qui nous écoutent en format podcast traditionnel enregistré, merci d'être là aussi. Cette semaine, j'ai à mes côtés Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va très bien. 50 épisodes déjà, ça passe vite, hein? Quand même, hein? Ouais. Ça fait pas mal un an. Ah oui, quasiment un jour pour jour. Ouais. Et il y a Pascal Harvey aussi qui est avec nous malgré sa grippe, qui est présent tel un guerrier des temps modernes. Pascal, comment vas-tu? Ça va bien? Une grippe d'homme? Oui. C'est pas Ben, facile, ça. pas facile, mais quand je vois les images, là, les cactus en Arizona, les palmiers en Floride, le beau gazon, le ciel bleu, ça donne espoir. On va Oui, passer à hein? travers. J'imagine que dans ton coin, dans Charlevoix, ça doit être un paysage assez différent. Les palmiers sont plutôt blancs ces temps-ci. Disons qu'on a été gâtés par les dernières accumulations là, de la semaine dernière. Donc, le Oui. printemps, ça ne sera pas tout de suite. Mais en Floride, c'est le printemps. On dirait que quand il y a du baseball, je sais qu'officiellement on est en février, mais comptons ça comme le printemps. Les matchs sont commencés. Je dis Floride, Arizona aussi. Ligue des cactus, Ligue des pamplemousses. Les matchs qui sont débutés. Sébastien, ça fait du bien de. Je sais pas pour toi, là, mais moi, l'après-midi, je travaille, j'ai ma télé ouverte, puis la game qui joue, ben, c'est celle qui sera ma trame sonore pour l'après-midi. Ben, tu disais, c'est pas le printemps, c'est le printemps dans nos cœurs parce que le baseball est Oh. commencé. Puis, comme tu l'as mentionné, on voit des images de chaleur, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Puis, on le sait que ça s'en vient. Oui, là, c'est pas le vrai baseball, mais juste de voir. Puis, on voit déjà des joueurs réguliers qui sont de l'alignement. Donc, déjà, ça nous donne un avant-goût de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Fait que c'est déjà excitant. Messieurs, allons-y directement dans le vif du sujet et puis allons voir ce qui se passe du côté, j'allais dire de Toronto, disons de Dunedin pour cette fois. Okay, Blue Jays, let's play ball. Fait que Pascal, Vlad, il n'y a pas plus de contrats que la semaine passée, dans le fond. C'est incroyable. Hein? Il n'y a pas plus de contrats. Il est au camp d'entraînement. C'est une bonne nouvelle. Avec tout ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines, on s'est peut-être dit, à tort ou à raison, Vlad va être une grosse distraction pour son équipe, pour ses coéquipiers, pour l'ensemble de l'organisation. On se croise les doigts pour qu'au minimum, il performe bien. Puis ça, je pense qu'on peut s'attendre quand même à une bonne saison de Vlad, là, peu importe ce qui se passe au niveau contractuel. Mais il n'y a pas plus de contrat qu'il y en avait un la semaine passée, effectivement. Mais tu sais, Sébastien, si le passé est garant de l'avenir, tu regardes quand même les derniers gros joueurs qui ont signé comme agent libre, ben, par la force des choses, ils ont passé une dernière année de contrat sans avoir de contrat. Sébastien, il y a eu Aaron Judge il y a quelques années, il y a eu Shohei Ohtani, après ça, il y a eu Juan Soto l'an passé. Cette année, c'est au tour de Kyle Tucker et Guerrero, mais bon, évidemment, on va beaucoup plus parler là, de Vladimir Guerrero Jr. à l'échelle du baseball majeur. Donc, si on se fie au passé, ça existe quand même là, des joueurs qui vont avoir vraiment le spotlight sur eux, mais qui sont en mesure de performer, puis sans nécessairement être une grosse distraction. Shohei Ohtani a peut-être été un petit peu plus par la force des choses, mais tu sais, Juan Soto, de toute façon, on savait que c'était une histoire d'un an seulement. Aaron Judge avait mis les choses au clair au camp d'entraînement. Donc, oui, on va en parler, c'est évident, mais ça ne va pas faire dérailler nécessairement la saison de leur équipe. Là. Mais si Shohei Ohtani a surmonté l'histoire avec son interprète et que les Dodgers ont remporté la Série mondiale, je pense que les Blue Jays risquent de s'en sortir, que Vladimir, ça risque de bien aller. Mais c'est sûr et certain qu'on va en parler toute l'année, puis que si ça débute de mauvaise façon pour les Jays, on va commencer à parler de transactions, puis oui, d'une certaine manière, ça va être une distraction, mais ça ne veut pas dire que ça va ruiner la saison des Jays pour autant.
Non, c'est ça. Tant que s'il fait son travail, Pascal, le fameux do your job de Bill Belichick, il faut qu'il s'applique ici. Puis à un certain point, il faut probablement que ce soit le message de John Schneider aussi de dire écoute, moi, je ne suis pas en mesure de te négocier un contrat, je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit. Moi, je suis là pour te gérer. Tu es là en 2025, donc jusqu'à preuve du contraire, tu es mon joueur vedette. Je m'appuie sur toi parce qu'on veut se rendre dans les séries éliminatoires. Il faut que ce soit ça ton message. Puis, ultimement, tu vas aider ton équipe si tu performes. Puis tu vas aider ta propre cause aussi en atteignant le marché de l'autonomie dans une bonne position. Donc, John Schneider, ça va être ça son rôle, c'est de rappeler à Guerrero, juste sois qui tu es, puis ça va bien aller. Ben, c'est le rôle du professionnalisme, en fait. Là. C'est la définition même de ce que doit être un professionnel. Puis oui, John Schneider doit avoir ce message-là envers Vladimir Guerrero. Puis Vladimir Guerrero n'aurait même pas besoin de se le faire dire anyway. Tu le dis, il doit avoir des bonnes statistiques. Quand tu écoules ta dernière année de ton contrat puis que tu ambitionnes aller décrocher la Lune, ben, tu te dois d'avoir des bonnes statistiques. Puis si lui, il a des bonnes statistiques, si Bo Bichette a des bonnes statistiques, ben, au final, c'est les Blue Jays qui vont être gagnants. Il y a Jean-Michel qui nous demande, Pascal, est-ce que John Schneider est capable de faire ça? Ben, il a juste à prendre la bonne cassette dans son bureau, puis l'insérer, mais il se doit de le faire. Au minimum, ce que John Schneider doit faire cette année, c'est tirer le meilleur de Vladimir Guerrero et de Bo Bichette. Les deux en forme sont capables de tirer l'équipe dans la bonne direction. On a fait des ajouts quand même intéressants, même si ce n'est pas les ajouts qu'on voulait faire. Mais John Schneider, on le dit, ça fait 2 ans, ça fait un sacré bout de temps, ça passe ou ça casse. Mais n'empêche que s'il ne réussit pas à tirer le meilleur de ces deux athlètes-là, on a un problème. On a un problème pas juste sur le banc, on a un problème en général. Oui, absolument, parce que il n'est pas là pour faire d'autres choses. Ben, je veux dire, il y a plein de tâches, mais je veux dire, sa tâche principale, ça va être justement de tirer le meilleur de ses meilleurs joueurs. Là. Je veux dire, sa tâche principale, c'est pas nécessairement de s'occuper de la défensive de Dalton Varsho, là, on s'entend. Là. Il y a d'autres priorités. Non, exactement. Sébastien, il y a Claude Lavoie sur Facebook qui nous demande ici. D'après vous, Guerrero va-tu rester à Toronto? Donc, je te pose la question. Dans un an, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? Mais c'est sûr qu'il peut se passer bien des choses d'ici là, mais s'il faut que je donne une réponse aujourd'hui, immédiatement, je dirais non. T'sais, on a eu toutes nos chances à Toronto de signer Vladimir, de le garder dans nos rangs. On n'a pas été en mesure. On ne s'est même pas approché d'une entente entre les deux parties. Fait que je serais très, très surpris que rendu l'hiver prochain avec 29 autres clubs dans la course, on trouve un moyen de se faufiler puis de finalement garder Vladimir. Ça me surprendrait beaucoup. Puis on va arriver en compétition avec des gros marchés. On le sait, à Toronto, ce n'est pas nécessairement une question d'argent, mais je pense que si on avait eu à conserver Vladimir à Toronto, ce serait déjà fait. Sébastien, tu parles de gros marchés. Tu as écrit un texte un petit peu plus tôt cette semaine, hier, si je ne me trompe pas. 3 raisons pour lesquelles Vladimir Guerrero Jr. n'ira pas avec les Mets. Tu sais, les Mets, c'est Steve Cohen, c'est beaucoup d'argent. Sur papier, c'est un match parfait. Pete Alonso, qui va probablement devenir joueur autonome dans un an. Pourquoi les Mets ne seraient pas un aussi gros joueur qu'on peut le penser? Bien, premièrement, parce que le gros joueur, on est allé chercher, c'est Juan Soto. Si on n'était pas parvenu à aller chercher Juan Soto, je suis sûr et certain que sûr et certain. Les chances seraient grandes que Vladimir atterrisse avec les Mets. Là, on est allé chercher notre joueur de concession qui va être là pour les 15 prochaines années. Donc, on risque de se tourner un petit peu ailleurs. L'autre chose, c'est que David Stern, dans son historique avec les Brewers, même cette année avec Pete Alonso, n'a pas l'habitude de dépenser pour un joueur de premier but. Ça a tout pris pour garder Alonso à New York. Donc, encore là, ça risque de peser dans la balance. Et si on va chercher Vladimir, qu'on le signe à gros prix, on le sait que ça va être un contrat faramineux, ça va être un contrat à très long terme. On va s'enlever de la flexibilité au niveau financier qui risque. C'est sûr qu'on va avoir 2 excellents joueurs, mais on en a d'autres à payer. Il y en a qui sont déjà sous contrat. On pense à Francisco Lindor, Brendan Nemo. On risque d'avoir des problèmes ailleurs. On le voit déjà dans la rotation partante à quel point on manque de profondeur. On a des blessés, donc c'est encore pire. Donc, c'est quelques raisons qui pourraient faire que Vladimir se retrouve ailleurs qu'avec les Mets. Pascal, on a une question ici de Patrick qui nous dit Bichette est maintenant sous-estimé. C'était lui le joueur de concession pour les Blue Jays.
Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation comme quoi que c'était lui qui était le joueur de concession avant pour les Blue Jays de Toronto? Ben, on a hésité longtemps. Je pense que les deux ont été en compétition pendant plusieurs années. En fait, ils sont en compétition depuis qu'ils sont arrivés dans l'organisation des Jays. On a longuement hésité parce qu'à ce moment-là, Vladimir n'était pas au meilleur de sa forme, de un. Il y a eu l'épisode du troisième coussin, ça l'a mêlé quand même un peu beaucoup. Pendant ce temps-là, Bichette était quand même plus stable au niveau de la défensive, au niveau de l'attaque. Est-ce que Bichette était le véritable joueur de concession de par sa position en défensive peut-être? Un joueur d'arrêt court est toujours plus susceptible d'être un joueur concession qu'un joueur de premier coussin. Mais moi, je dirais que dans le cadre des partisans, au niveau du talent brut, Vladimir Guerrero a plus le profil d'un joueur concession que Beau Bichette, ne serait-ce que par sa personnalité. Beau Bichette est beaucoup plus effacé. Vladimir est un meilleur vendeur pour la concession en général que Beau Bichette peut l'être. Maintenant, est-ce que Beau Bichette est sous-estimé? Oui, parce que sa saison l'année passée, on peut l'oublier. S'il revient en forme cette année, c'est sûr qu'il va revenir à un niveau supérieur. Mais moi, le véritable joueur concession, même si c'est un joueur de premier coussin, ben c'est Vlad. Bichette, Sébastien, c'est un joueur quand même qui va avoir beaucoup de choses à prouver. L'échantillon est mince, très mince évidemment pour le moment, mais il semble connaître un bon camp d'entraînement. Ses frappes sont franches quand on regarde dans les matchs. Il a l'air en santé, ce qui est pas mal le principal parce que tu le sais comme moi, Sébastien, un beau Bichette en santé, ça peut faire la différence. 2021-2022 a mené les majeurs, a mené l'américaine pour les coups sûrs durant ces 2 saisons-là. C'est un joueur qui est capable de faire quand même la différence. Là. Que ce soit un joueur franchise ou concession ou pas, on va s'entendre sur le terme joueur d'importance. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Pascal, comme quoi Vladimir, c'est le visage de la franchise, c'est le joueur concession. Mais ça n'empêche pas que Beau Bichette est probablement un frappeur beaucoup plus professionnel que Vladimir. Quand Beau Bichette est dans sa zone, c'est un meilleur frappeur. Oui, il a moins de puissance, mais il est capable de frapper à tous les champs. Il est capable de placer la balle en lieu sûr. Donc, je ne serais pas nécessairement surpris que Beau Bichette ait une meilleure saison que Vladimir cette année. Les deux sont à leur dernière année de contrat. Là, vous allez me remettre ça dans la face à la fin de la saison. Ça se peut très bien, mais je ne serais pas nécessairement surpris que ça arrive. Tantôt, on parlait de distraction pour Vladimir. Ça risque d'être moins le cas pour Beau Bichette. Il va vouloir se racheter. Il va vouloir, on le sait, on sent qu'il veut sortir de Toronto. Donc, s'il y a des bonnes performances, c'est que le club va moins bien, mais il va sortir beaucoup plus rapidement durant la campagne, avant la date limite des transactions, sinon à la fin de la saison. Donc, je pense vraiment que c'est une année dans laquelle il va vouloir se racheter. Puis on risque de retrouver le Beau Bichette qui va frapper pour 325, qui va être un leader dans le haut de l'alignement des Jays. On verra ce que ça va donner tout ça. C'est sûr que c'est 2 joueurs qui vont être excessivement en demande. Les deux ont des bonnes chances quand même de devenir joueurs autonomes et de quitter à la fin de la saison. Donc, évidemment, gros dossier à suivre à Toronto. Pascal, cette semaine à Toronto, on a vu des images qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir dans les dernières années, c'est-à-dire Max Scherzer qui lance sous les couleurs des Blue Jays. Que dans quelques années, là, quand on va poser la question avec qui Max Scherzer a terminé sa carrière, écoute, peut-être qu'il va être échangé, peut-être qu'il va signer ailleurs l'an prochain, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a des bonnes chances que cette franchise-là, ce soit les Blue Jays de Toronto. Donc, gardez ça en tête pour gagner quelques petits quiz dans le futur. Premier départ dans les Pamplemousses cette semaine. 2 manches lancées, 4 retraits au bâton. Ça allait bien pour Max Scherzer. Ce qui a retenu l'attention, ceci étant dit, c'est que Mad Max a fait la connaissance des arbitres robots, ou du moins du système de révision que la MLB met en place. Puis je veux qu'on en parle parce que c'est un enjeu quand même au camp d'entraînement. On teste ce système-là qui a été testé dans les mineurs par le passé pour éventuellement l'amener dans le baseball majeur. On ne l'amènera pas en 2025 durant la saison régulière. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement regardé beaucoup de matchs préparatoires, si l'arbitre prend une décision par rapport à une prise ou une balle et que soit le lanceur, soit le frappeur ou soit le receveur n'est pas d'accord avec l'appel, se tape sur la tête comme ça et on s'en va sur l'écran et on voit un petit peu comme le même type de révision du tennis. On voit en grand si c'était une prise, si c'était une balle et si la personne qui a demandé un appel a fait une erreur,
ben, tu perds un droit d'appel. Donc, tu as le droit à 2 erreurs comme ça par équipe durant un match. Une révision, Pascal, ça prend à peu près 8 secondes. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça n'a pas pris de temps non plus à Max Scherzer d'être en maudit après ce système-là parce que lui, il veut que ce soit des humains qui appellent les balles et les prises. Il a été clair là-dessus en 2024 quand il en avait parlé après un séjour dans les mineurs et il a répété son point en 2025. Évidemment que Max Scherzer fait parler de lui. Ben, c'est pas surprenant. Puis l'arbitre robot, on va en entendre parler beaucoup au niveau du camp d'entraînement. C'est un peu pour ça. C'est une formule test, donc il faut s'attendre à en entendre parler. C'est un lanceur de la vieille école, Max Scherzer. C'est normal que lui, quand il se présente au monticule, il y a 2 objectifs. Tromper le frappeur, puis à la limite, tromper l'arbitre aussi. Fait que lui, il est challengeant pour tout le monde qui se retrouve en face de lui. Fait que de se faire remettre à l'ordre par un arbitre robot, ou par un écran, ou peu importe, que ça dure 8 ou 10 secondes, ben, c'est pas dans sa nature. C'est pas un lanceur de finesse, c'est un lanceur de puissance. Il est là pour une raison, c'est passer des frappeurs dans la mitaine. Puis c'est sûr que lui, il va se dire compte. Il y a d'autres lanceurs d'une autre génération qui vont être plus à l'aise avec la démarche, qui vont être plus à l'aise avec la technologie. Mais il fallait s'attendre à ce que Scherzer se dise en désaccord avec la technologie. Donc, il n'y a rien de surprenant là, dans ce cas-là. Mais c'est un bon point aussi, Pascal, que tu amènes en disant, tu sais, peut-être que les lanceurs d'une autre génération, si tu grandis avec ça, puis que toi, mettons, là, on instaure ça en 2026, puis on prend quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui a 12-13 ans, qui se fait repêcher dans le baseball majeur dans 5-6 ans, passe quelques années dans les mineurs, arrive dans le baseball majeur dans une dizaine d'années, ça fait partie des meubles au niveau des règlements. C'est sûr que tu dis, ben écoute, c'est sûr que c'est normal, le robot est là pour corriger les erreurs humaines, c'est tout à fait normal. Fait qu'il y a probablement, Pascal, une espèce de changement de mentalité là, qui va s'effectuer aussi le jour où ce système-là va arriver dans le baseball majeur, puis ça semble inévitable à court terme, là. Mais c'est ça, il y a probablement ce changement de mentalité-là qui va s'opérer au passage. Puis tu sais, le jour où ils vont vouloir l'implanter pour de vrai dans le cadre d'une saison régulière, ben, les lanceurs n'auront pas le choix de s'adapter. Mais exact. Des Max Scherzer, des Justin Verlander, il va en avoir de moins en moins. Donc, la nouvelle génération va pousser, puis ça va devenir plus acceptable, comme tu le dis, pour les lanceurs qui ont grandi avec dans le baseball mineur ou peu importe. Mais pour le moment, ça reste une curiosité. Mais comme tu le dis, si ça ne prend pas de temps à avoir la décision, que la décision est on la voit, là, c'est sur l'écran, tu ne peux pas t'obstiner avec. Mais si on ne perd pas de temps, on rallie les nouvelles règles du baseball majeur qui sont d'accélérer le match. Fait que si on ne diminue pas ce rythme-là, il n'y a aucune raison de ne pas l'implanter un jour. Hein. Puis moi, ce que j'aime, c'est base de ce système-là, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est que tu ne peux pas le demander 50 fois par manche non plus juste parce que tu n'es pas content. Tu sais, si tu es sûr de ton coup, vas-y, fais-le, c'est correct. Mais sinon, tu as le droit à 2 erreurs en tant qu'équipe durant un match. Fait que 2 erreurs, ça veut dire les frappeurs pendant 9 manches, mais ça veut dire les lanceurs aussi pendant 9 manches. Fait que tu ne peux pas décider, là on le voit au camp d'entraînement en première manche, c'est correct parce que les matchs ne veulent rien dire puis les gars veulent tester, mais tu ne pourras pas, rendu au mois de septembre, en première manche, quand les buts sont vides, décider d'appeler juste pour le fun. Tu sais, ça va être la game dans la game aussi de savoir quand utiliser ces moments-là. Ça va faire partie de la stratégie. Puis pour moi, ça va juste rendre les arbitres un petit peu plus imputables de ne pas avoir ces erreurs-là que tu te dis, mais mon Dieu, il était comme 4 pieds, j'exagère, là, mais il était 4 pieds à côté du marbre. Ça va corriger ces grosses erreurs-là, finalement. Oui, ça rend les officiels imputables, ça rend les joueurs imputables aussi parce qu'ils ont un rôle à jouer, ils ont une importance. Si tu fais ton appel beaucoup trop tôt dans le match, que là, ça se revire contre toi, tu enlèves un challenge à tes coéquipiers, tu vas te le faire dire. Puis, tu sais, du côté des lanceurs, il va falloir être prudent. Là. Si le receveur ne demande pas la révision, c'est probablement parce qu'il sait que c'est une balle ou une prise selon l'appel. On a vu Max Scherzer demander une révision. C'était même pas proche. Là. Puis on le sait que Kirk il n'est pas mauvais pour encadrer des lancers, puis il n'a pas demandé cette révision-là. Fait que les lanceurs devront être prudents parce que ça peut faire mal en fin de match. Tu as cette option-là qui peut te sauver, qui peut faire que le bon appel soit fait en fin de match, qui peut te faire gagner, mais tu dois bien l'utiliser. Puis pour moi, c'est entre le frappeur et le receveur, à quelques exceptions près. Là. Mais c'est vrai parce que si c'est vraiment exagéré, le receveur va être capable aussi de s'en rendre compte. Là, probablement là, dans cet item, là. Oui, c'est ça. Il sait où, là. Moi j'ai l'impression, là, Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais tu sais, il y a des
Ben là, de plus en plus, avec le pitchcom, c'est les lanceurs qui appellent leur lancer. Mais tu sais, dans le temps, il y avait vraiment les lanceurs qui trouvaient une façon de déjouer le système puis de eux-mêmes d'appeler leur séquence. Puis il y avait les lanceurs qui disaient, moi, ça ne me dérange pas, je suis à la merci de mon receveur. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir cette mentalité-là aussi de certains lanceurs qui vont se dire, ben écoute, mon receveur le sait, mais il y en a d'autres, peut-être des Max Scherzer ou des gars avec cette intensité-là, qui vont se dire non, moi je le sais, moi je l'ai vu, moi je suis persuadé, laisse faire la job de framing du receveur, moi je sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais, à Toronto, là, mettons un Max Scherzer versus un Bowden Francis ou Chris Bassett, mais versus l'autre bord, un Bowden Francis là, qui prend la vie comme à passe. Là, d'après moi, c'est pas lui qui va initier les demandes de révision très, très, très souvent. Là. Non, effectivement. On le sait lesquels lanceurs vont le faire et lesquels ne le feront pas. Par contre, à l'interne, il va falloir qu'il y ait une communication avec le receveur aussi parce que à la longue, ça va être tannant. Là. Le receveur qui frame le lancer, qui sait qu'il est à l'extérieur, et là, le lanceur qui demande, mais là, tu sais, à la longue, ça va faire mal, puis il va falloir établir une certaine hiérarchie. Et, tu sais, il n'y en a pas vraiment, mais il va falloir y aller de la meilleure façon pour le bien de l'équipe. Puis il y a toute une question d'expérience aussi. Je veux dire, il y a des lanceurs très expérimentés qui auraient tendance à l'appeler eux-mêmes. Quand tu as un receveur recru ou tu as un receveur qui est à sa première ou deuxième année, le receveur va être plus hésitant. Mais quand tu as un receveur expérimenté d'expérience, un GT Realmuto, puis un lanceur recru, la question ne se pose même pas. Le lanceur recru n'ira pas challenger son propre receveur en disant « Hey, tu l'as échappé celle-là. » Fait que, tu sais, il y a toute une question aussi de dynamique de dire c'est qui la recrue, c'est qui le vétéran qui va s'établir là-dedans aussi. Là. Pascal, j'aurais aimé voir un Yadier Molina travailler avec ce système-là. Hey il n'aurait pas échappé beaucoup. Hein? Pas beaucoup. Je pense que c'est le robot. Le robot lui aurait posé des questions à ce moment. Yadier, étais-tu correct celle-là? Yadier, ça serait retourné vers le robot, puis il aurait dit j'en connais plus que toi, puis il aurait commencé à se travailler. Il n'y aurait pas eu beaucoup de lanceurs qui se seraient essayés aussi. Là. Non, c'est ça. non, même pas. Mais je pense que Wainwright, ça ne serait même pas essayé. Là. Non, même pas. Oh non, t'es servi, t'es en de bonne main avec ce gars-là. Petit détail aussi que je veux rajouter par rapport à ça, c'est important de dire, je l'ai mentionné, c'est vraiment entre le lanceur, le receveur, le frappeur, ça ne peut pas venir du banc. Donc, le gérant ne peut pas se taper sur la tête, le joueur de premier but ne peut pas se taper sur la tête. Peut-être que si le receveur, il voit le joueur de deuxième but qui était sur son coussin avec les yeux gros comme le bras, ça va peut-être l'inciter à demander un appel, mais non, ça se passe vraiment entre ceux qui sont impliqués quand il y a un lancer, donc le lanceur, le frappeur, le receveur. Je nous pose une question rapide, là. Je ne veux pas retarder, mais un Alek Manoah, il va réagir comment à ça? Le Manoah de l'année passée, là, qui était un petit peu perdu, puis qui avait de la difficulté à garder son sang-froid, puis qui avait de l'air à challenger la planète au complet. Moi, je lui parlerais. Là, si j'étais John Schneider ou l'instructeur des lanceurs, je dirais, écoute, Alex, là, c'est une technologie, on se calme, on prend ça lancer par lancer, fie-toi à ton receveur, puis ça va bien aller. Mais ça, c'est un bon point parce que ça m'inspire une question justement, Pascal. Penses-tu que des gars, Manoah, c'est un bon exemple, qui vont peut-être se dire des fois, j'ai juste besoin d'une décision qui va en ma faveur pour reprendre confiance. Je vais essayer de la générer artificiellement, cette décision-là. Je vais essayer de dire ah, celle-là était proche. Si je suis capable de la faire changer en troisième prise, puis que j'envoie Aaron Judge sur le banc, puis qu'à la place, je fais face à Josh Tatum Jr. ou peu importe qui. Il faut choisir sa situation. Il y a peut-être des gars comme ça qui vont essayer de générer artificiellement une décision. Là. Oui, puis si c'est le cas, tant mieux. Si ça leur rapporte, tant mieux. Puis si ça change la dynamique d'une partie, puis à la limite, ça change la saison d'un lanceur, ben allons-y dans ce sens-là. Absolument. Ça peut même être utilisé comme temps d'arrêt déguisé aussi. Si on a pris nos temps d'arrêt puis que là, la présence s'éternise, que le lanceur commence à sentir qu'il est dans le trouble, peut-être qu'on peut l'utiliser pour essayer de se sortir de cette situation-là. Bon point. Mais encore là, on ne le fera pas en première manche. Là. Non, c'est ça. Mais je déteste pas ta façon de penser. Il faudrait que ce soit en 9e manche, là, quand tu t'en restes 2 puis que le match, tu mènes 3-1, tu sais que tu as la situation en contrôle, en position de sauvetage, mais que tu as juste besoin d'un petit 5 secondes. Ouais, ça peut être une idée, en effet. Tu sais, quand Chapman il a chaud, là, que sa casquette dégouline, puis qu'il n'est plus capable, là, il pourrait peut-être demander une révision, même s'il sait qu'il est à l'extérieur. Fait qu'après 2 lancers. Ben, il arrive puis il a déjà chaud. Là, mais... Ben, c'est ça. Mais à partir de 104 000 à l'heure, est-ce que le robot capte encore les prises et les balles? Le robot fait juste marquer « Wow! » Wow! Il n'y a pas de décision.
On a plusieurs commentaires ici. Là. Il y a Juliano là, qui nous dit on évite des Angel Hernandez avec le système ABS, qui est le système de révision. C'est principalement le but du baseball majeur parce que Angel Hernandez, Sébastien est à la retraite, là, mais il aurait mal paru avec ce système-là. Non, c'est bien qu'il soit à la retraite. Ouais. Mais à l'inverse, ça évite des situations aussi. On parlait de Scherzer tantôt, un Greg Maddox qui arrive avec ce système-là, c'est pas le même lanceur. Là. Ah, voilà. Ton père et moi, on connecte. Là. Mais c'est ça n'aurait pas été la même situation qu'il y a eu durant toute sa carrière. Souvent, on avait des balles appelées, une ou deux balles à l'extérieur de la zone des prises, mais ça va devenir la norme, puis il va falloir s'habituer à cette nouvelle situation. Maddox qui faisait des matchs complets avec quasiment moins de 100 lancés. Oui, facile. On a Benoît ici qui nous dit non, juste les arbitres pour moi, on dénature trop le sport. C'est un commentaire là, qui revient aussi, puis c'est un point de vue qui est valide. Écoute, j'ai hâte de voir comment ça va se développer tout ça parce que c'est quand même, si on est rendu à le tester dans les camps d'entraînement puis on voit le système fonctionne bien, là, dites-moi si je me trompe les gars, mais moi, j'ai pas vu de bug passer depuis le début du camp. Ça se passe quand même très bien. Dans les mineurs, c'est un système qui a fait ses preuves aussi, donc j'ai l'impression qu'on est peut-être pas mal rendu là dans le cas du baseball majeur puis que c'est relativement imminent. Puis le fait que ça soit juste 2 erreurs par match, pour moi, ça ne dénature pas le sport. Au football, on a le même genre d'appel aussi, ça n'a pas dénaturé le sport. Donc, si ça avait été à tout bout de champ tout au long du match, mais là, ça aurait été une autre chose. Mais ça rend un petit peu plus les arbitres imputables, mais la plupart des appels dans le match, il n'y aura pas de révision. Là. Exactement. Il y a mon père Sébastien, je te pose la question. Est-ce qu'Aaron Boone va avoir moins d'expulsions avec ce système? C'est sûr que c'est plus difficile de s'obstiner avec un robot qu'avec un officiel. Fait que peut-être qu'on va entendre moins d'Aaron Boone qui crie après les arbitres. Souvent, là, ça commence, on l'entend, il est dans l'abri, puis il commence à jaser, puis finalement, ça en vient qu'il se fait expulser, mais là, ça va être plus difficile. Mais la question est bonne, mais tu sais quoi? Aaron Boone est capable de se réinventer. Il va trouver des trucs. Il va trouver un moyen. Ça va être sur d'autres appels sur le terrain, là, pas nécessairement au bâton. Oui. Pascal, on parlait de Yadier Molina tantôt, évidemment, à la retraite, mais d'un joueur qui avait vraiment cet œil-là pour la zone des prises. Chez les frappeurs actifs, Juan Soto là, qui challenge une prise, là, je pense que si Juan Soto challenge une prise, tu n'es même pas obligé d'aller vérifier. Il a probablement raison parce qu'il est excellent pour juger de cette zone de prise-là. On l'a vu dans un match hier d'ailleurs. Là, il a demandé un appel puis il a réussi. Là. Il n'y a personne qui est surpris. C'est une de ses grandes forces à Soto. Puis lui, justement, ça peut peut-être l'aider éventuellement à être encore plus dangereux parce que il va pouvoir attendre son lancer encore plus parce que s'il est à la limite puis que tu te dis écoute, je me serais lancé parce que l'arbitre aujourd'hui a une zone des prises qui est plus élargie. Non, s'il n'est pas à son goût puis il sait que c'est une balle, il va la laisser passer puis il va la challenger. Bien, on en parlait hors d'onde tout à l'heure. Je pense que s'il y a un frappeur dans le baseball majeur qui a l'avantage de s'en servir de ce système, c'est lui. C'est avantage receveur. C'est clair que c'est le receveur qui devrait avoir la posture de demander la révision. Le lanceur, oui, quand on est vraiment certain, mais les frappeurs, ben, il faut que tu sois certain aussi. Puis Soto, avec son œil au bâton, avec son acuité, je pense que si lui le demande, c'est clair que ça va tourner en sa faveur. Là. Mais pour ce qui est du reste, est-ce que pour lui, ça va devenir une arme supplémentaire? Je pense que oui, il n'y en a pas nécessairement besoin. Mais pour ce qui est des autres frappeurs, ben, ça va être du cas par cas. Là. Absolument. Sébastien, j'ai une couple de questions pour toi parce qu'il y a des gens qui veulent être sûrs qu'ils ont bien entendu. Donc, est-ce qu'on vient d'entendre que Bichette est meilleur que Vlad et Yves qui pose sensiblement la même question? On a bien entendu que Bichette est un meilleur frappeur que Vlad. Donc, je te relance là-dessus. C'est sûr que ça peut paraître comme ça. J'ai dit que Bichette est un frappeur plus professionnel, dans le sens qu'il est capable de frapper. Vladimir, c'est surtout la puissance, va s'élancer sur des mauvais lancers, tandis que Bichette, quand il est dans sa zone, il va frapper la balle à tous les champs. Il ne va pas s'élancer nécessairement sur des mauvais lancers. Il va y aller avec le lancer. Si le lancer est à l'extérieur, va la pousser au champ opposé. Si c'est à l'intérieur, va essayer de la tirer. Non, c'est sûr que Vladimir est un meilleur frappeur, mais Beau Bichette est un frappeur plus complet dans le sens qu'il est capable de faire
plus de choses à la plaque que Vladimir, mais c'est sûr que la puissance de Vladimir Guerrero, c'est pas à négliger. Quand Vladimir, comme on l'a vu en deuxième moitié de saison, est dans sa zone, c'est un des frappeurs les plus dangereux du baseball majeur. On a Jean-Michel ici qui a une question sur les Blue Jays qui nous demande, on parle beaucoup de Alan Roden si jamais il devait faire l'équipe. Est-ce que selon vous, il devrait être le premier frappeur, sachant que Bichette n'est pas un premier frappeur et que des droitiers consécutifs sont surmenus à l'attaque des Blue Jays? Jean-Michel, oui, je pense que Alan Roden, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse le club dès le début de la saison, mais je pense que d'ici la mi-saison, c'est le genre de gars qu'on pourrait voir dans le baseball majeur. Ross Atkins, qui est un DG conservateur, s'est fait demander il y a quelques semaines, tu peux-tu nous parler d'un espoir que tu veux voir se lever? Puis tu sais, c'est un espoir qui n'a pas encore eu sa chance dans le baseball majeur, puis il a dit oui, Alan Roden, je veux le voir se lever, je veux le voir connaître un gros camp d'entraînement. C'est un frappeur qui peut être très professionnel, c'est une machine à frapper des doubles, il se rend très, très, très souvent sur les sentiers. John Schneider a même parlé récemment d'un gars qui pouvait avoir un potentiel de frapper une vingtaine de circuits par année dans le baseball majeur. C'est un espoir qu'on aime beaucoup chez les Blue Jays de Toronto. Il joue dans les coins du champ extérieur. Je pense qu'éventuellement, il va forcer la main des Blue Jays à aller le chercher. Puis en ce moment, la lutte est ouverte pour le poste de premier frappeur chez les Blue Jays de Toronto. On essaye Bo Bichette, on essaye Andrés Jiménez. Moi, Andrés Jiménez, je le mettrais dans la deuxième moitié de l'alignement offensif, à moins qu'il y ait un début de saison de fou et qu'il nous prouve le contraire. Mais pour le moment, je le place en deuxième moitié d'alignement. Moi, j'essayerais des jeunes. Je ne sais pas toi, Sébastien, mais tu sais que ce soit un Alan Roden, Will Wagner contre des lanceurs droitiers, peut-être pas contre des gauchers, un petit peu plus de difficulté, mais donnons cette place-là peut-être à des jeunes qui sont bons pour se rendre sur les sentiers, des typiques premiers frappeurs. Puis après, allons-y avec Bichette, Guerrero. Je n'ai pas nécessairement de problème si Bichette et Guerrero sont deux droitiers qui se suivent parce que tu aurais Anthony Santander comme numéro 4 qui est un frappeur ambidextre. Donc, écoute, s'il doit frapper droitier, c'est parce que c'est bon d'avoir des droitiers dans l'alignement, sinon il vient couper ça. Donc, je laisserai la place, moi, Sébastien, aux jeunes pour ce qui est du poste de premier frappeur. Puis Alan Roden, pour moi, il est dans la discussion. Bien, s'ils nous prouvent, ces jeunes-là, qui sont capables de le faire, j'ai aucun problème. Seul bémol, je trouve que c'est beaucoup de pression pour des jeunes qui arrivent dans le baseball majeur, d'être dans le haut, de très haut, dans le rôle offensif. Je vais prendre l'exemple d'Anthony Volpe avec les Yankees de New York. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais souvent, ça vient avec de la pression de débuter cet alignement offensif-là, de la pression de te rendre sur les sentiers pour les frappeurs qui suivent. Donc, si ces jeunes-là nous prouvent qu'ils sont capables de le faire de façon régulière, pourquoi pas? Mais j'aurais tendance à y aller peut-être avec un vétéran. Puis quand je parle de vétéran, je ne parle pas de George Springer. Il y a Patrick ici qui nous demande est-ce que Ricky Tiedemann va finir par lancer avec les Blue Jays? La réponse, c'est. En fait, la question, c'est est-ce qu'il va finir par être en santé? Tu sais, là, il se remet d'un Tommy John. C'est un bel espoir, mais il est très, très, très souvent blessé. Donc, est-ce qu'il va lancer avec les Blue Jays? Oui. Est-ce qu'il va s'établir? Ça va dépendre de son état de santé. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays. Donc, allons-y ailleurs dans le baseball majeur. Pascal, en ce mercredi, les Cardinals de Saint-Louis étaient à Tampa Bay pour affronter les Yankees. En théorie, ce n'est pas une histoire. Dans les faits, c'est rare qu'une équipe qui joue à Jupiter, donc à 3 heures de Tampa Bay, fasse le voyage en autobus comme ça. Hier, il était à Dunedin, donc un petit voyage de 2 matchs comme ça. C'est 3 heures d'autobus, on n'y va pas en avion. Normalement, 3 heures d'autobus aller, 3 heures d'autobus retour. Si tu es un vétéran, tu as le droit de dire écoute, je vais rester à Jupiter, je vais rester auprès de ma famille, je vais m'entraîner, puis je rejouerai les matchs quand on sera à domicile. Et là, qui est embarqué dans l'autobus? Nolan Arenado. Et est-ce qu'il a joué contre les Blue Jays, qui n'est pas sur sa liste de non-échange? Non. Est-ce qu'il a joué contre les Yankees, qui sont sur sa liste de non-échange, qui ont un trou au 3e but? Oui, il a joué contre les Yankees. Donc, je te pose une question, puis je t'annonce ta réponse, ça va être oui. Est-ce que c'était un showcase de Nolan Arenado? Est-ce qu'il voulait montrer sa valeur aux Yankees? Bien, clairement. Est-ce qu'il a besoin de la montrer? Je pense que les Yankees doivent bien le connaître, mais oui, c'est un showcase. Oui, ça fait partie de la campagne de séduction.
Arenado s'est mis lui-même dans la vitrine. Hein. Je pense qu'il doit vivre avec actuellement. Il a fait mal paraître son président aux opérations baseball à Saint-Louis à quelques reprises. Maintenant, je pense que la pression est beaucoup sur lui. Il lui reste plus beaucoup d'options. Hein. Houston est revenu dans le portrait. Les Yankees sont dans le portrait, malgré que les Yankees au camp veulent essayer une certaine rotation pour voir qui aurait le meilleur potentiel pour débuter l'année au troisième coussin. Mais quand tu as un Nolan Arenado qui est disponible et que son patron essaie de l'échanger à tout prix, mais moi, si je suis les Yankees, je tends l'oreille beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu vas te chercher un joueur de troisième but qui est encore un des meilleurs de sa profession au niveau défensif. On peut dire peut-être que ses meilleures années offensives sont derrière lui, mais il est encore capable de tirer son épingle du jeu avec un bâton. Est-ce qu'il a assumé pleinement son rôle de leader du temps qu'il a été à Saint-Louis? Peut-être pas. Peut-être que les conditions n'étaient pas favorables. Mais quand tu as un Nolan Arenado qui décide de dire moi, j'aimerais peut-être ça jouer pour les Yankees parce qu'il y a un poste de disponible, il y a comme un mariage qui s'annonce, puis ce serait une bonne nouvelle pour les Yankees, ce serait une bonne nouvelle pour Arenado. Moins bonne pour Saint-Louis, mais je pense que les partisans des Cards ont déjà fait leur deuil. Là. Sébastien, je vois le logo des Yankees au-dessus de ta tête comme ça. Donc, je te demande de l'autre côté du spectre. Évidemment, il est peut-être tôt pour juger de la lutte qui se passe au troisième but présentement pour les Yankees, mais avec l'équipe que tu vois présentement, si je t'annonce, hey, breaking news, Nolan Arenado s'en vient avec les Yankees, es-tu content ou tu te dis, ah ouais? Je suis content dans l'optique que c'est mieux que ce qu'on a présentement avec DJ LeMahieu et Oswaldo Cabrera. Il n'y a aucun doute là-dessus, même si Arenado est en fin de carrière ou à tout de moins sur la pente descendante, ça reste un excellent joueur défensif qui risque de frapper dans la deuxième moitié du rôle offensif. Donc, il te fait beaucoup moins mal à ce niveau-là. C'est pas sur lui qu'on va compter offensivement, mais on sait qu'on va pouvoir compter sur lui défensivement. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que ça va arriver. Je ne le vois pas arriver avec les Astros. Les Astros, on est rendu avec José Altuve au champ gauche, donc je ne pense pas qu'on va aller chercher un Nolan Arenado à l'avant-champ. Donc, il ne reste pas beaucoup d'options. Il reste les Yankees. Du moment où on va se départir des services de Marcus Stroman, je pense que Nolan Arenado va arriver à New York. Ça va être intéressant à suivre parce que c'est pas dit qu'à ce point-ci qu'il va quand même commencer la saison à Saint-Louis. Je m'attends que oui, mais je veux dire, c'est pas sûr à 100%. Donc, ça va c'est être. pas sûr que Stroman va être échangé avant le début de la saison non plus. Fait que, je pense que tout ça est lié. Là. Absolument, absolument. Pascal, une des grosses nouvelles qui a fait jaser cette semaine, c'est la barbe. Les Yankees qui se sont mis à jour dans le fameux règlement de 1976 de George Steinbrenner qui disait que tu dois être fraîchement rasé pour travailler pour les Yankees de New York. Et finalement, là, le changement de ton est arrivé. On a le droit à une barbe bien taillée. Fait que Pascal, es-tu prêt à t'ostiner pendant 5 ans à dire ça, c'est-tu bien taillé ou ça, c'est-tu pas bien taillé? Parce que c'est très subjectif. Hein? Bien taillé, ça n'a pas été dit un nombre de centimètres. Non, juste bien taillé. C'est la question que j'allais me poser. Tout est relatif. Qu'est-ce qui est bien taillé? Qu'est-ce qui comme moi, c'est-tu bien taillé, mettons? Je pense que oui. T'es pas mal beau. Je pense que oui. Tu pourrais aller au camp directement des Yankees puis tu aurais ta place. Mais il manque juste le talent. Un détail, ça. Il y a quelqu'un qui est dans l'entourage de New York, là, qui n'est pas très loin, qui pourrait devenir un bon juge de qu'est-ce qu'une barbe bien taillée ou pas bien taillée. C'est Lou Lamoriello. Oui. T'en penses quoi de cette barbe-là? Lui dirait beaucoup trop longue tant qu'à moi. Mais c'est quand même spécial. Tu as la notion de barbe, tu as la notion de pas de nom dans le dos, juste un numéro. Moi, j'aime ça, ces aspects-là. Ça fait partie d'une concession qui tient à ses valeurs. Puis moi, j'aurais quand même acheté le concept de continuer dans la même lignée. Est-ce qu'on se modernise? Est-ce qu'on va au goût du jour? Est-ce qu'on s'est privé de bons joueurs dans le passé parce qu'il y a des gens qui tenaient à leur pilosité faciale au point de dire « Moi, je n'irai jamais pour les Yankees parce que je tiens à ma barbe à tout prix. » Il y a des grands noms qui ont coupé des cheveux, qui ont coupé leur barbe pour jouer avec les Yankees. Il y a beaucoup de marketing derrière ça, évidemment, parce qu'on fait parler de l'équipe pendant ce temps-là, mais c'est correct. On s'est modernisé, on est passé à une autre étape, puis ça demeure les Yankees quand même. Là. Ça leur enlève absolument rien.
J'aime le fait qu'on ait quand même enlevé cette règle-là, puis je vais prêcher par ma paroisse parce que j'ai une barbe depuis le jour où je suis capable de m'en faire pousser une digne de ce nom. Mais il y a un côté de moi quand même qui détestait pas ça pour la rigueur que ça impose, même si au final, tu sais, je me dis content de voir que cette règle-là n'existe plus. Sébastien, malgré tout, j'ai l'impression que c'est important qu'Aaron Judge n'ait pas de barbe. Parce que c'est le capitaine de cette équipe-là, puis il a quand même acheté le plan de match de l'équipe, puis lui, il dit écoute, si tu veux jouer pour les Yankees, ça te prend une certaine discipline, puis si tu ne voulais pas venir avec les Yankees à cause de ça, ben, tu n'étais pas digne des Yankees de New York. Je pense que Brian Cashman et Kyle Steinbrenner savaient que Judge allait répondre ça avant qu'ils le disent publiquement. Probablement qu'ils lui ont demandé avant d'instaurer la règle pour vrai, ça te tente-tu de te raser pareil? Tu sais, je pense qu'il y a certains gars que c'est moins grave. Là, Austin Wells, apparemment, que ce gars-là, il fallait qu'il se rase 2 fois par jour juste pour être réglementaire. Fait que lui, attendez-vous à une bonne barbe. Eh bien, une barbe propre, Bien mais entretenu. bien entretenue. Mais j'ai l'impression que le fait qu'Aaron Judge, en 2025, n'ait pas de barbe, ça doit être important pour les Yankees. Oui, c'est le capitaine, c'est lui qui transmet cette histoire-là. Présentement, chez les Yankees, tout passe par Aaron Judge. Aaron Judge a son mot à dire quand vient le temps de compléter des transactions, quand vient le temps d'aller signer des joueurs autonomes. Fait que c'est sûr et certain qu'il a été consulté. Je ne dis pas que c'est lui qui a pris la décision, loin de là, mais on tient compte du capitaine dans nos décisions à New York. Je pense qu'on était rendu là. C'est pas nécessairement mauvais. On touche pas, oui, on touche à l'historique de ce point de vue-là. Ce serait une autre paire de manches. Tantôt, tu le mentionnais, Pascal. Si oui, là, on commençait à mettre les noms derrière les chandails des Yankees, là, je pense que ça toucherait à l'aspect baseball. Là, c'est un petit peu autre chose. Puis peut-être que ça va nous permettre d'attirer certains noms. Peut-être que ça va nous permettre de garder Devin Williams à New York. Donc, tu sais, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est sûr qu'il y a un pan de l'histoire qui est parti avec cette décision-là. Mais le fait que Devin Williams arrive justement à New York puis que la règle tombe un peu en même temps, est-ce que c'est une coïncidence ou il y a eu un rôle à jouer là-dedans ou il a influencé Aaron Judge de dire parle au patron parce que ça n'a pas de bon sens? C'est quand même un drôle de hasard là, que lui arrive puis. Moi, l'impression que j'ai, Pascal, par rapport à ça, tu sais, je veux dire, je pense que ce serait de donner beaucoup d'importance à Devin Williams, qui est quand même un releveur de l'occasion. C'est pas Aaron Mais, Judge. Là. mais ceci étant dit, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai l'impression qu'on était déjà sur le point de se dire hey, écoute, est-ce qu'on se prive de joueurs ou quoi que ce soit? Et là, Devin Williams qui dit écoute, moi, ça fait vraiment pas mon affaire de devoir me raser, puis je le comprends, là, il a l'air d'un enfant de 12 ans sans sa barbe. J'ai l'impression que les Yankees ont fait OK, ouais, peut-être qu'il commence à être temps de songer à ça pour vrai. Donc, moi, c'est un peu comme ça, Pascal, que je le vois. Je le vois comme la goutte qui a fait déborder le vase. Probablement. Ben, je ne sais pas si c'est Judge qui a dit ça, je ne me rappelle plus trop, mais on en parlait depuis un bout là, dans l'organisation. Fait que, Ouais. ton point n'est pas mauvais, que c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance à ce moment-là. Sébastien, il y a Olivier ici qui nous dit suis-je le seul fan des Yankees qui n'est pas vraiment enthousiaste par rapport au fait que les joueurs des Yankees puissent désormais porter la barbe. Il me semble qu'en apprenant ça, George Steinbrenner doit se retourner dans sa tombe. Moi, j'ai 2 points de vue, puis je ne sais pas lequel je pense. George Steinbrenner, Sébastien tenait à ses principes. Il y en a un, c'était justement la barbe. Mais de l'autre, son fils, Al Steinbrenner, il a dit moi, ce que mon père il voulait plus que tout, c'était de gagner. Puis aujourd'hui, la barbe est probablement plus importante qu'elle l'était. Tu sais, il y a 20 ans, là, regardez des images d'il y a 20 ans, les gars, puis je parle pas juste de joueurs de baseball. Je parle, mettons, prenez des musiciens, là. Dans les années 2000, là, il y en a, là, c'était des alcooliques qui buvaient à tous les jours, ils étaient sur toutes sortes de drogues, ils étaient tout le temps fraîchement rasés. Je sais pas, on dirait qu'il y a 20 ans, c'était pas la même culture, il y avait, la barbe était moins à la mode qu'elle l'était aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que de ce niveau-là, Sébastien, une partie de moi qui se dit, ben écoute, peut-être que le père Steinbrenner se serait dit justement, ben écoute, c'est peut-être plus important que ce l'était aujourd'hui, puis je ne veux pas me priver de certains joueurs à cause de ça. Tu sais, il y a peut-être une partie de ça aussi. Ben oui, c'est sûr qu'il a fait quelques tours dans sa tombe, là, ça, on ne se le cachera pas, mais oui, ce qui primait le plus pour lui, c'était une bague. Puis tu parlais de musiciens, les politiciens, c'était la même chose aussi. On ne voyait jamais un politicien avec une barbe, tandis que là, on voit des premiers ministres, des présidents avec la barbe. Donc, on évolue. Puis ça se rend jusqu'au baseball. Puis les Yankees ont évolué eux aussi. Puis oui, l'objectif principal, on n'a pas gagné le championnat depuis 2009 à New York. Là. On n'est pas à Milwaukee, on n'est pas à Pittsburgh, on est à New York. Puis on n'a pas remporté de championnat. Donc si ça peut nous aider d'une quelconque façon, il faut le faire.
Il y a mon père qui mentionne ici que Johnny Damon a fait des gros efforts avec les Yankees en coupant sa barbe et ses cheveux. C'est un de ceux, justement, là, qui est un exemple marquant. Il y a probablement certains joueurs qu'on aurait aimé voir avec les Yankees. Là. Brandon Marsh, me semble qu'un petit coup de clipper, là, à défaut de les laver, ses cheveux. Sébastien, il y a Yves ici qui nous dit Judge n'a pas besoin d'une barbe, il a besoin d'une mythe et d'être clutch en série. J'ai rien à dire là-dessus. Excellent. Pascal, le monde se demandait si c'était une porte ouverte pour Guerrero Junior. Écoute, ses cheveux sont coupés, puis la règle, il faut le dire, ça ne touche pas les cheveux. Là. Les cheveux, ça ne change pas. Il faut quand même qu'ils soient. Je ne sais pas c'est quoi la règle, c'est-tu, il ne faut pas que ça dépasse le collet. Là. Je me souviens que c'était ça à mon école secondaire, donc tu dois me dire que ça va être à peu près la même chose du côté des Yankees. Mais il y a une bonne barbe quand même, Guerrero Junior. T'sais, par la force des choses, c'est une question qui revient. T'sais, Bryce Harper, quand il était agent libre, on se demandait, on sait qu'il voulait jouer à New York, mais lui aussi, il est réputé pour avoir quand même une belle barbe fournie. Quand il y a un joueur autonome, c'était inévitablement un sujet, même si on se disait ça ne doit pas avoir tant rapport que ça demeurait un sujet d'actualité. Oui, puis ça fait partie d'un branding aussi. Hein. Tu parles de Bryce Harper, ça fait partie de son branding maintenant. Sur ses cartes de baseball, il y a une barbe, puis les gens le reconnaissent comme tel. Oui. Mais de toute façon, Vladimir Guerrero, barbe ou pas barbe, il a dit qu'il cherchait une équipe gagnante. Les équipes gagnantes dans le baseball majeur, là, il n'y en a pas 25. Là. Ça se compte sur les doigts de 2 mains ou une main et demie. Puis les Yankees en font partie. Puis, on parle même que Vladimir irait possiblement pour les Red Sox. Dans les dernières années, les Red Sox, moi, je ne les considère pas comme une équipe gagnante. Fait que, s'il est barbe ou pas barbe, si Vladimir veut jouer pour une équipe gagnante, il devra considérer les Yankees. Puis, si le règlement n'avait pas été assoupli, ben peut-être que lui aurait dû assouplir sa barbe pour y aller. Oui, absolument. Puis, écoute, si tu lui offres... Moi, si tu m'offres 500 millions de dollars, pour vrai, je vais la raser. Je ne suis pas si attaché que ça à ma barbe. Moi, je pourrais même me faire pousser des cheveux s'il fallait. Tu pourrais t'en faire même prêt à ça. D'après moi, Juan Soto, lui, se serait fait payer le rasoir. Oui, probablement. Et le rasoir de sa mère. Et aussi. Il y a mon père qui mentionne ici, moi j'accepterais une barbe comme PSPP. C'est ça la base. Moi je suis d'accord avec ça. Voilà. On va envoyer une photo à New York, puis ça va être réglé. Pascal, la semaine passée, on a jasé un petit peu de Raphaël Devers qui écoute, il n'est pas content là, parce que là, on essaye d'améliorer l'équipe, là, puis lui, ça ne fait pas son affaire. Là, parce que lui, c'est un joueur de 3e coussin, puis c'est pas un frappeur de choix, puis c'est pas un joueur de premier but. Puis écoute, il dit non, moi je ne changerai pas de position. Non, je ne veux pas ouvrir la discussion. La seule place à laquelle il a dit non, c'est coudon, tu veux-tu te faire échanger dans ces circonstances-là? Ça, il n'a pas répondu. Puis après ça, là, dans les derniers jours, Pascal, ce qu'on apprend, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi ça a fait jaser. Lui, dans sa tête, là, il n'y en a pas de controverse. Puis ses enfants sont en santé. Puis sa famille est en santé. Fait que tout va bien. Ben, d'après moi, il ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui actuellement. C'est un très bon joueur d'équipe en passant. Je pense qu'il l'a très bien souligné à l'ouverture du camp d'entraînement. Tu jettes ton organisation sous le boss. Puis, c'est un protectionnisme incroyable. Ton équipe essaie de s'améliorer. En passant, ils ont vidé la moitié du club pour le garder. Là. Il devrait avoir peut-être un petit peu plus de gratitude pour son organisation. Les Red Sox cherchent à s'améliorer pour compétitionner avec les Yankees, les Orioles, les Blue Jays, peu importe. Puis lui, tiens, Mordicus, moi, je suis un joueur de 3e but, même si je ne suis pas le meilleur. Ça, il ne l'a pas dit, mais on peut le penser. Puis je veux rester là, puis je veux tirer mon équipe un petit peu vers le bas. Écoute, ça n'a pas d'allure là, de dire ça. Puis ça s'est résumé à un mot, no. Au moins, c'est lui qui le dit. Là. Il n'a pas eu besoin de passer par son traducteur. Mais n'empêche que c'était pas les paroles les plus brillantes et les plus élogieuses pour son organisation. Est-ce qu'il va avoir à vivre avec? Moi, j'ai comme l'impression qu'il s'en fout un petit peu. Là.
Probablement. En fait, oui, assurément, il s'en fout. Il a l'air d'être au-dessus de tout ça. Puis, tu sais, Sébastien, moi, ce qui me dépasse vraiment, c'est dans les derniers jours, il comprend pas pourquoi ça fait jaser. Voyons, tu comprends pas. Tu sais, tu sais, le gars a le droit à ses opinions. Puis, s'il préfère rester au troisième coussin, même s'il est pourri défensivement, je respecte ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est d'être fermé à ce point-là, de dire non, non. Puis, tu sais, on le sait tous, là, que Alex Bregman, là, l'autre bord, il a gagné un gant doré au troisième coussin. Je te dis pas que c'est un gagnant à chaque année, puis je te dis pas que c'est Nolan Arenado, mais il est meilleur au coin chaud, qui est une position importante, que peut l'être Rafael Devers. Puis tu as plein de jeunes qui poussent aux deux. La solution est simple. Elle est très, très, très simple. C'est dommage de le voir fermer à ce point-là. Puis c'est dommage qu'une semaine plus tard, il ne soit même pas capable de se recorriger parce que ces dossiers-là, il faut que ce soit géré à l'interne. C'est pas normal que nous, on en parle comme ça, là. La vibe était bonne à Boston quand ils ont signé Bregman. Puis d'un seul coup, le leader de l'équipe a réussi à la tuer. T'sais. Alex Cora va avoir tout un job à faire d'ici le début de la saison parce que oui, là, on parle de Devers, mais il y a son petit ami aussi, là, Tristan Cassis, là, qui lui aussi a de la misère avec le progrès, qui ne veut pas que les jeunes arrivent. Hey, du côté des Red Sox, on repêche bien. On a fait des vols au repêchage. Marcelo Meyer, Kyle Thiel, c'est des vols. On les a bien développés. On a échangé Thiel pour aller chercher Garrett Crochet. Mais là, M. Cassis ne voudrait pas que ces jeunes-là arrivent au niveau du baseball majeur parce que là, ça lui enlèverait du temps de jeu. Je ne voudrais pas être dans les souliers d'Alex Cora présentement. Non, c'est vraiment. C'est une très, très drôle de situation. Puis, tu l'as dit, Pascal, tantôt, c'est pas une organisation qui a eu du succès dans les dernières années. Là. Depuis qu'ils ont gagné la Série mondiale en 2018, on a raté les séries en 2019, on a raté les séries en 2020, même s'il y avait 8 équipes dans l'américaine qui participaient. On a très bien fait en 2021, correct, mais on a raté les séries en 22, en 23 puis en 24. On a fait une fois les séries dans les 6 dernières années. T'es pas les Brewers de Milwaukee, t'es pas les Pirates de Pittsburgh, puis t'es pas les Rays de Tampa Bay, t'es les Red Sox de Boston. On a mis beaucoup d'argent pour payer Rafael Devers. On n'avait peut-être pas le choix après avoir échappé Mookie Betts et Xander Bogaerts, mais par la force des choses, c'est un choix qu'on a fait de miser sur ce gars-là, de lui donner l'argent qu'on lui a versé. Et moi, si je suis un partisan des Red Sox en ce moment, je suis un petit peu découragé de Rafael Devers. Puis je me dis, t'es mieux d'avoir un bon début de saison si tu veux racheter ce que tu viens de dire. Un bon début de saison, un très bon début de saison. Puis Casas, c'est la même affaire. Là, je veux dire, il n'a pas la notoriété pour dire ce qu'il dit. Fais tes preuves dans le baseball majeur durant plusieurs années. Là, sois constant dans ce que tu es capable d'offrir. Après, tu pourras parler. Au moins, Devers, il a quand même quelques années derrière la cravate, mais encore là, comme tu le dis, ton club cherche à s'améliorer, à se sortir la tête de l'eau pour compétitionner. Puis toi, tu dis non, moi, je tiens Mordicus à ma position. Puis l'autre qui ne veut pas voir, comme tu le dis, Sébastien, voir monter les jeunes pour améliorer l'équipe quand c'est permis de le faire. Non, c'est sûr que Cora va avoir une job de bras à faire dès le début dès là. Je veux dire, c'est possiblement, j'espère que pour lui, c'est commencé déjà. Parce que ça ne regarde pas bien. Puis en plus, on est allé chercher des gros lanceurs. On a donné beaucoup. Ça casse un momentum de façon incroyable parce qu'on parlait en bien des Red Sox. Absolument. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé en bien des Red Sox exact. comme ça, puis ça vient de casser d'un coup. C'est plate pour les gens Boston. Messieurs, on est à la fin de nos questions, de nos sujets. On n'a pas de questions en attente, donc je vous remercie d'avoir été là avec nous. Pascal, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Malgré ta grippe d'homme qui t'a ralenti, tu as quand même été capable de nous faire rire et nous faire réfléchir. Donc, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Sébastien, merci à toi aussi. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. On est sur les plateformes de Passion MLB le mercredi soir à 20h chaque semaine. Mais pour ceux qui veulent nous écouter dans un format podcast un petit peu plus traditionnel, c'est aussi possible de le faire. Oui, exactement. Tout d'abord, merci à vous deux également pour ce bel épisode. Oui, on va placer cet épisode-là sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, cherchez Passion MLB, vous allez nous trouver. Et bien sûr, sur notre site web où on a les épisodes du podcast, on a des textes à tous les jours sur l'actualité du baseball majeur. Et par les temps qui courent, on a un portrait par jour sur une formation du baseball majeur. Donc, suivez-nous à ce niveau-là également.
Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous a écoutés. Je vous invite à nous lire sur Passion MLB. Je vous invite à écouter du baseball en masse. Il y en a tous les après-midi du baseball de camp d'entraînement. On n'est pas obligé de suivre ça aussi assidûment qu'en saison régulière. On se met ça en trame de fond. On écoute ça en travaillant. C'est le bonheur parfait. Je vous le recommande si vous êtes en mesure de le faire. Donc, bonne semaine à tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine.